voix, Nicolas. Bonjour à chacune et chacun et merci à Franck et Olivier de cette invitation et surtout d'avoir organisé cette rencontre virtuelle envers et contre tout. Donc me présenter, je comptais le faire en fait pendant la presse, mais oui, je suis consultant et écrivain. Ça fait près de 20 ans que je travaille dans la com, beaucoup pour des marques de luxe, mais pas que, parce que j'ai aussi fait du Justin Bridou par exemple, donc on est loin du luxe. Et donc j'ai travaillé notamment à comment dire, la création et le développement de BETC Luxe dans les années 2000, et puis ensuite dans les années 2010, j'ai passé près de 8 ans chez TBWA, notamment à m'occuper de TBWA Luxury Arts. Et donc, je ne pourrais pas vous faire la liste de toutes les marques de luxe pour lesquelles j'ai travaillé de près ou de loin, aussi bien en agence qu'en free. Mais ça va de Absolute à BMW, en passant par Royal Salute ou Four Seasons. Donc, vraiment plein de catégories différentes. Voilà. Donc bon, je ne vais pas me représenter puisque je l'ai fait tout à l'heure, mais en tout cas, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints depuis. Donc effectivement, je suis consultant et écrivain. Je signale à ce propos que mon prochain roman sort en septembre de cette année au Alors, Cherche Midi. Mais ce n'est pas à ce titre que j'interviens. En fait, si je viens, ça fait quelques années maintenant que j'interviens régulièrement à titre personnel, parce que je le faisais déjà pour les agences, dans ce genre de conférences, c'est parce que j'ai commis il y a quelques années, il y a 5 ans maintenant, un livre qui s'appelle Lucifer, et qui avait pour but, enfin qui a pour but toujours, de secouer un peu le monde du luxe et de pardon, sortir des discours un peu ronronnants que j'ai l'impression d'entendre quand même assez régulièrement sur le sujet, et notamment de plus en plus cette volonté de rationaliser à l'extrême le luxe. Alors il y a Dana Thomas qui a écrit, une journaliste américaine qui a écrit un livre qui s'appelait De luxe il y a quelques années. Elle vient de sortir Fashionopolis, dans lequel elle explique comment les diplômés des grandes écoles, dont je fais partie, ont colonisé petit à petit tout l'univers des grandes maisons et ont fini par chercher absolument à tout rationaliser comme le marketing proctérien, entre guillemets. Et donc, moi, j'ai voulu un peu m'ériger contre ça. Au moment où Lucifer est sorti, il y avait un prof d'HEC qui s'appelle Cap Ferrer, que vous connaissez forcément, qui a écrit un livre qui s'appelle L'équation du luxe, et qui, moi, me paraît totalement aberrant, parce que le propos de Lucifer, en s'appuyant à la fois donc, sur mon point de vue d'anthropologue, puisque j'ai fait de l'anthropologie en plus de faire HEC, mais aussi d'études de terrain. J'ai vécu beaucoup en Asie, j'ai beaucoup travaillé avec l'Asie, mais également sur tout un corpus de littérature, de recherche en sémio, en histoire, en économie, en sociologie. L'idée est de démontrer que fondamentalement, en fait, le luxe échappe à la raison et est toujours au-delà du raisonnable. Donc on va revenir un peu sur ce que ça veut dire. Mais l'idée aujourd'hui, donc je reviens sur le slide précédent, moi j'ai aucune solution à vendre, hein, c'est juste de partager, et à nouveau je remercie Franck et Olivier de m'avoir invité, c'est juste partager quelques réflexions, quelques points de vue, notamment sur ce nouveau monde ou ce monde d'après qu'on nous annonce à l'ère Covid. Alors initialement le titre était le luxe post-Covid, mais vu qu'on n'est toujours pas sorti du Covid, j'ai remis le luxe à l'ère Covid. Et cette idée de savoir est-ce qu'il faut tout reprendre à zéro ou revenir sur les fondamentaux. C'est ce que je vous propose de discuter. Alors même si on a plus de temps que prévu, je vais essayer de tenir en dessous de 27-28 minutes, comme ça on aura le temps de discuter après. Donc ce point de vue, le luxe au-delà du raisonnable, l'idée de Lucifer, déjà c'est pas un livre de marketing, hein, c'est plus une exploration culturelle du sujet, mais surtout c'était pas un livre de tendance. Mon objectif était vraiment d'identifier un peu le noyau dur du luxe, ses fondamentaux éternels, et c'est toujours un plaisir en fait, chaque semaine quasiment j'ai des nouvelles prises de parole de marques qui viennent renouveler ce qui, à mon sens, fonde le luxe, la fièvre, le frisson, la magie, qui sont constamment renouvelés. Donc, que ce soit dans les années 30, William Horst, ce photographe, la photographie en noir et blanc, grand photographe du luxe, jusqu'aux dernières élucubrations de Virgil Abloh
en réalité virtuelle, réalité augmentée, qui est la campagne qui vient de sortir, où on retrouve bien cette même envie de merveilleux, de surnaturel et de fantastique qui font le luxe. Alors quand je dis ça, généralement, on lève un peu les yeux au ciel et on me dit, mais pas du tout, le luxe de demain sera un luxe résolument responsable et raisonnable, et donc rien à voir avec Lucifer. Alors bon, déjà là, pour le coup, c'est moi qui lève les yeux au ciel, parce qu'il faut savoir que l'autre corde que j'ai à mon arc, c'est que j'ai commencé ma carrière chez Utopie, et je travaille encore beaucoup avec eux. C'est aujourd'hui encore le grand cabinet référent de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et donc, c'est un peu un de mes combats de mettre la RSE au cœur des marques. Et il y a 10 ans déjà, je faisais avec Nicolas Bordas des présentations à François-Henri Pinault, avant même que le groupe soit renommé Kering, sur Green is the New Black. Et déjà en 97, j'avais des études qui montraient que 70% des consommateurs souhaitaient voir de l'éthique sur l'étiquette. Donc, pour moi, ça n'est pas du tout un sujet nouveau. En revanche, ça n'est pas du tout un sujet qui est propre au luxe. Je tiens le même discours à des hard discounters pour lesquels je peux faire des missions. Mais surtout, il me semble qu'à force de vouloir répéter que le luxe va devenir raisonnable, on risque de passer complètement à côté de ce qui le fonde et ce qui fait que, aujourd'hui encore, la planète entière est prête à se damner pour quelques grammes de beauté ou de plaisir ultime. Et c'est un discours qui s'accélère depuis depuis le début de la crise du ou de la Covid. On nous parle vraiment d'une révolution. On nous dit que ce soit Business of Fashion ou le BCG, qu'on entre définitivement dans une nouvelle ère, qu'on va tout reprendre à zéro, que les consommateurs jurent leur grand Dieu qu'ils vont devenir raisonnables et qu'on les y reprendra plus. Bon, bah, très bien, sauf qu'en en fait, quand on regarde la réalité et qu'on n'a pas trop de biais de confirmation et qu'on voit les chiffres, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'ils ont pu, les consommateurs se sont précipités sur les produits de luxe. Et en fait, même avant qu'ils ne puissent, puisque déjà pendant le confinement, si vous parlez à votre caviste du coin en bas de chez vous, il vous dira qu'il a rarement vendu autant de très très bonnes bouteilles que l'an dernier. Puis j'ai moi-même fait un article en mai dernier pour le journal du luxe sur le luxe post-Covid, où je donnais tout un tas d'exemples. Par exemple, les commandes de piscines privées ont été multipliées par 2 ou 3, je ne sais plus. Enfin bref, il y a tout un tas d'éléments qui montrent que c'est précisément parce que le luxe n'est pas essentiel qu'il est en fait essentiel dans nos vies, et que peut-être précisément parce qu'on a tous l'impression que le monde est en train de s'effondrer, qu'on se précipite sur ce besoin de fièvre et de plaisir ultime. C'est ce que j'appelle danser au-dessus du volcan. Alors tout le monde a parlé de revenge buying, comme si c'était quelque chose d'absolument surprenant. Sauf que s'ils avaient lu Lucifer, ils sauraient que pas du tout. En fait, c'est vraiment, à mon sens, et à nouveau d'un point de vue anthropologique, sociologique, historique, etc., c'est vraiment un des piliers fondamentaux du luxe. Et je cite d'ailleurs Nietzsche, enfin c'est une phrase qui lui est attribuée, mais on ne sait pas vraiment si c'est lui qui l'a écrit, qui dit « Le luxe est une forme de triomphe permanent sur tous ceux qui sont pauvres, arriérés, impuissants, malades, inassouvis ». Donc c'est une phrase qui est hautement politiquement incorrecte, mais qui, à l'ère des gilets jaunes et du Covid, résonne de manière particulièrement frappante. Et ce que ça dit, en fait, c'est que vraiment, le luxe est toujours une forme de célébration de l'instant, envers et contre tout, une célébration de mon pouvoir, au sens aussi bien financier que physique ou même législatif, ma capacité, en fait, à me faire plaisir, même si, et à nouveau, peut-être précisément parce que le monde s'effondre. Donc, plaisir, ego et liberté. Même le BCG, dans une étude qui est sortie l'an dernier, concède que l'hédonisme reste le driver principal de l'achat de luxe. Et c'est d'ailleurs, à nouveau dans Lucifer, je cite pas mal de sources, mais notamment un écrivain qui s'appelle Bruno Remori, qui a étudié le luxe de fond en comble, et qui explique la différence entre la morale du luxe ou l'immorale du luxe et la morale du petit bourgeois comptable, et enfin comptable pas en tant que profession, mais la morale comptable, la morale de l'épargne, en fait, qui est l'opposé du luxe, qui est de vouloir se préserver pour des lendemains incertains. Le luxe, à l'inverse, est peut-être précisément cette volonté de flamber, en fait, et de faire un peu
peu un doigt d'honneur à l'incertitude, à la finitude, à la menace qui nous pend au nez à tous. Alors, l'autre point qu'il faut souligner quand même, qui me paraît important quand on parle de luxe raisonnable et responsable, c'est qu'il y a une différence entre le déclaratif et la réalité. Ça, tous les sociologues et tous les responsables d'études, un tant soit peu honnêtes, vous le confirmeront. Mais j'aime bien cet exemple de Balenciaga, parce que quand ils ont lancé leurs Daddy Sneakers, qui utilisent 3 ou 5 fois plus de matériaux non recyclables que les baskets lambda, ils ont créé de toutes pièces un nouveau secteur dans le luxe, qui aujourd'hui représente une part significative du chiffre d'affaires des grandes marques du secteur et qui est en pleine croissance, et elles sont plébiscitées, ces sneakers, précisément par les mêmes générations Z qui nous déclarent d'une étude à l'autre qu'ils veulent des produits écolos, solidaires, responsables, qui protègent la planète, etc. Donc on voit bien qu'il y a comme ça un écart constant entre le déclaratif et la réalité. Il y a un autre exemple qui, moi, me paraît intéressant, c'est le Brando, qui est cette île qui appartenait à Marlon Brando en Polynésie, qui a été transformée récemment en resort ultra luxe. Donc on est sur des nuitées à 10 ou 15 000 euros, mais surtout ultra luxe, ultra éco-responsable. C'est vraiment une petite merveille. Ils ont travaillé avec des chercheurs les plus à la pointe de l'écologie du lagon, qui est un des plus purs du monde, pour faire en sorte que ce soit un resort totalement en autarcie et qui a un impact minimum, voire un impact positif en fait sur la pureté du lagon. Or, le manager, dans des interviews qui sont disponibles en ligne, vous dit que les jeunes couples en lune de miel qui viennent dépenser 100 ou 150 000 euros pour quelques jours de paradis n'hésitent pas à demander une baignoire de champagne ou un petit-déj au caviar. Peut-être parce que précisément, quand on dépense 100 ou 150 000 euros, on a envie de prendre tous ses rêves pour des réalités et on en voit un peu valser les bonnes résolutions. Donc c'est, voilà, pour revenir au propos fondamental de Lucifer, c'est que précisément, le propre du luxe, c'est d'échapper à la raison, d'échapper à la mesure. Et quand je dis ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est à nouveau dans Lucifer, je cite plein de trucs de sémio, d'histoire, etc. Mais même d'un point de vue purement sémantique. Et d'ailleurs, si vous assistez souvent à ce genre de conférences, vous verrez que globalement, personne ne sait jamais vraiment de quoi il parle. C'est ma petite pique ironique. Mais quand on cherche à définir le luxe, en fait, on n'y arrive pas. Et dès ses toutes premières apparitions dans le dictionnaire de l'Académie française 1762, on nous dit déjà le luxe n'est pas aisé à définir. Et si je demandais à chaque personne dans l'assistance aujourd'hui de définir le luxe, je pense qu'on aurait autant de définitions qu'on a de participants ou participantes. Et donc, entre ceux qui vont dire que c'est une expérience immatérielle, entre ceux qui vont dire que c'est Tesla plutôt que Maserati, mais allez dire à un conducteur de Maserati que sa voiture n'est pas une voiture de luxe. Est-ce que c'est le look un peu débraillé du Gucci d'Alessandro Michele, qui est quand même en permanente croissance depuis qu'il a repris la marque, ou est-ce que c'est Philippe Plein qui est l'ultime du mauvais goût pour tout Parisien qui se respecte, mais qui est quand même une des seules marques à avoir réussi à s'imposer au cours des dernières années avec des casquettes à 500 euros. Enfin bref, il y a plein d'exemples qui montrent qu'en fait, on ne sait jamais vraiment où le luxe commence, où le luxe finit. Et quand on cherche à le définir précisément, eh ben, il s'échappe constamment. Et même si on a recours à des outils de marketing traditionnels, comme les 4P par exemple, eh ben, on n'arrive pas en fait à un modèle unifié, uniforme et universel qui permettrait de dire avec certitude à chaque fois qu'on a bien affaire à un produit de luxe. Alors, je ne vais pas vous faire toute la démonstration, je vous invite à faire l'exercice vous-même quand vous aurez le temps, mais que ce soit en termes de produits, je veux dire clairement, ce n'est pas le fait main qui détermine le luxe. On va revenir sur l'exemple de Vialet qui a utilisé Bettina, mais bon, voilà, ce n'est pas fait main, même si certains des composants sont assemblés à la main, mais ce n'est pas le fait main, ce n'est pas non plus un niveau de prix qui détermine le luxe, ce n'est pas non plus un niveau de marge entre le coût de revient et le prix de vente, parce que si c'était le cas, à ce moment-là, les Pringles seraient des produits de luxe. C'est pas non plus un niveau de distribution, d'endroits dans lesquels on est présent. Entre Dubaï et TikTok, honnêtement, on ne peut pas trancher. Et c'est pas non plus un mode de communication. J'ai remplacé promotion par people parce que c'est plus luxe, mais entre Cardi B et Sharon Stone ou un entrepreneur comme Elon Musk, est-ce que c'est les gens qui vont à la régate d'Henley, pour ceux qui connaissent la société anglaise, c'est quand même là que se retrouve toute la jet set. Enfin bref, il n'y a aucun
modèles universels qui permettent de déterminer précisément qu'est-ce qui fait qu'on parle de produits de luxe. Alors si vous me dites, mais oui, mais bon, les 4P, c'est vraiment le marketing de papa, aujourd'hui tout est question d'expérience et c'est le luxe qui fonde l'expérience, ben, je vous répondrai que oui, clairement, de tout temps, le luxe a toujours été une question d'expérience, mais si on se fonde uniquement sur l'expérience, je suis désolé, mais Amazon Prime serait une marque de luxe, parce que le fait d'avoir livré à sa porte en temps et en heure ce que je veux, quand je veux, avec en plus la possibilité de rendre le produit si je ne suis pas content, il y a bon nombre de marques de luxe très installées qui sont aujourd'hui incapables de procurer ce service, mais qui constituent quand même une expérience de luxe. Or, Amazon Prime n'est pas, à ce que je sache, véritablement une marque de luxe. L'exemple de Nike à Melrose Place, par exemple, avec son flagship store ultra connecté, ultra personnalisé sur la communauté des joggers, etc. C'est une expérience de luxe et clairement, Nike, même si c'est une marque très très désirable, n'en est pas moins une marque qui n'est pas une marque de luxe. Donc voilà, ni l'expérience, ni les 4P, ni l'économie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans Lucifer, je cite par exemple un économiste qui s'appelle Franck Delpal, qui démontre très précisément ce que je viens de raconter, qui est cette idée qu'on n'arrive pas à modéliser, en fait, d'un point de vue économique, le luxe. Alors, il y a une notion qui, moi, me paraît fondamentale, et à nouveau, ce n'est pas un point de vue personnel, mais ça s'appuie sur des études de sémio, d'anthropo, etc. C'est la notion d'écart. Et par exemple, moi j'aime bien l'étymologie, et quand on regarde l'étymologie du luxe, clairement, à nouveau, le luxe échappe à la raison parce que personne n'est vraiment d'accord sur son étymologie réelle, mais il y a une majorité d'étymologistes qui disent que l'étymologie de luxe, c'est pas luxe, la lumière, mais luxus, la luxation, et donc l'idée d'une disjonction entre un produit et son usage. Et clairement, un produit de luxe est toujours plus que sa fonction première, et c'est dans cet écart que s'origine le désir, la passion, la fièvre, le frisson qui fait qu'on est prêt à nouveau à se damner pour avoir un produit. Voilà. Et donc l'écart, on va y revenir, mais c'est l'écart entre moi et les autres, entre l'élite et le commun des mortels, entre un produit d'exception et un produit mainstream. C'est évidemment aussi un écart de prix, de premium. C'est aussi un écart par rapport au temps, à la course contre la montre, le fait de savoir prendre le temps, laisser passer le temps de l'héritage, le temps des siècles, des générations, etc. Donc j'ai des pages entières dans Lucifer sur le sujet, mais de manière beaucoup plus concrète, je me baladais récemment avec ma nièce qui a 18 ans et qui est une parfaite représentante de cette fameuse génération Z ou ce que vous voulez. Et elle me disait de manière beaucoup plus claire que j'ai jamais réussi à le formuler. On passait devant une boutique et elle m'a dit, ah ben moi j'ai une théorie. En fait, quand je regarde une vitrine, plus il y a un écart grand entre les cintres et plus le prix est élevé, et donc plus j'ai affaire à une marque de luxe. Et même les marques les plus censément incarner le luxe de demain n'échappent pas à la règle. Là, vous avez une photo de Icicle, qui est une nouvelle marque ultra responsable, ultra naturelle, d'origine chinoise, vraiment très intéressante. Et c'est leur flagship store à avenue Georges V. Et ben, elle n'échappe pas à la règle de ce besoin de recréer de l'écart, de la distance entre les objets, mais aussi entre soi, le consommateur de luxe, et les autres. Donc cette notion d'écart, en fait, c'est assez marrant parce que c'est là qu'on retrouve la Covid et la fameuse distanciation sociale ou distanciation physique, cette notion, cette idée de garder ses distances. Et donc, c'est assez marrant parce que juste avant la crise du Covid, on nous disait que, voilà, définitivement, le luxe de demain faisait tomber les barrières, que c'était un luxe ouvert, tout le monde est bienvenu. Et donc, il n'y a plus cette notion de distance. Bah, pas du tout. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que, déjà, c'était faux avant, mais avec le Covid, cette notion qui était un peu tombée en désuétude, on a redécouvert ses vertus, et notamment les confinés les plus aisés, parce que c'est quand même de ça dont on parle, ont redécouvert le plaisir de recréer cet écart entre soi et les autres. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est une notion aussi d'écart vertical. Donc voilà de Vialet, mais on va le retrouver tout à l'heure. Puisque qui dit écart dit aussi se mettre au-dessus, non pas seulement à distance horizontalement, mais aussi au-dessus des autres, au-dessus du commun des mortels. Alors, j'aime bien cette image, c'est un peu ironique, mais voilà la distanciation sociale version luxe. On peut trouver ça de mauvais goût, on peut trouver ça un peu bling-bling, mais c'est quand même, je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que s'il y a bien une définition du luxe qui est valable, c'est quand on n'est pas agglutinés les uns sur les autres. Et donc prendre de la hauteur, s'élever dans un jet privé ou en première sans avoir personne collé à soi, c'est quand même
une manière de définir le luxe, me semble-t-il. Mais cette idée d'être au-dessus du commun des mortels, c'est vraiment ce qui fonde historiquement le luxe, l'idée de se considérer soi-même comme un roi ou une reine, de s'attribuer des consommations qui, jusqu'à très récemment, en fait, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, jusqu'à 200-300 ans, et l'abolition des fameuses lois somptuaires, les consommations de luxe étaient très, très encadrées par la loi. Vous n'aviez pas le droit d'acheter tel type de tissu en fonction de la catégorie sociale à laquelle vous apparteniez. Et c'est quand la bourgeoisie a explosé de manière démographique et qu'on a voulu s'approprier des consommations réservées aux autorités politiques et religieuses, que le luxe est apparu. Et c'est ce qu'a très bien compris de manière très pragmatique L'Oréal il y a quelques années quand ils ont lancé leur campagne Parce que je le vaux bien, en voulant se positionner sur le mastige, c'est-à-dire appliquer des codes du luxe dans la grande distribution. Ils ont capturé cet insight qui reste absolument au cœur de la consommation de luxe, qui est une manière de dire moi aussi, je peux être traité comme un roi, moi aussi, je suis une forme de divinité ou de héros de ma propre légende. Au-dessus du commun des mortels. Et si vous trouvez que cette campagne Harrods d'il y a 3 ou 4 ans maintenant est un peu ringarde, je vous renvoie sur la dernière création de Balenciaga qui, pour lancer sa dernière collection, a fait plutôt qu'un catwalk, un jeu vidéo en immersion virtuelle, réalité avec le Oculus Rift, là, très gaming, avec cette esthétique, enfin ce tableau du Choose Your Fighter, donc les gamers reconnaîtront, mais c'est vraiment une manière de dire à nouveau, même le consommateur de Balenciaga, à un moment, est invité à se considérer comme le héros de sa propre épopée au-dessus du commun des mortels. Et à nouveau, de manière très pragmatique, première campagne de Virgil Abloh pour Louis Vuitton il y a 2 ou 3 ans maintenant. Il n'y a pas besoin de montrer des anges ou des super-héros. Et voilà, une manière très maligne et très simple de raconter le consommateur de luxe est une légende, est un titan, est bigger than life, est plus grand que le monde et au-dessus du commun des mortels. Alors au-dessus du temps également, donc je ne vais pas vous refaire le luxe, promesse d'éternité, l'héritage, le patrimoine, la transmission, le passé, le futur, etc. Je pense que c'est assez clair. Mais à nouveau, quand Balenciaga lance sa sculpture sneaker, à 5 000 € pièce qui sont vendus comme des petits pains, il remet bien au cœur du luxe cette promesse de Diamonds are forever, quoi, d'éternité, de s'élever au-dessus du temps, au-dessus de la contrainte et de la finitude du temps qui passe. Et puis finalement, enfin pas finalement parce qu'on est à peu près juste à la moitié, au-dessus de l'ordinaire, avec cette notion en fait du sublime versus le beau. Alors j'explique dans Lucifer en me référant à Edmund Burke, qui est un grand philosophe anglais, qui a écrit un livre entier sur le sujet, qui explique que là où le beau, c'est l'expression d'une rationalité, en fait, le beau, c'est la perfection des proportions, la perfection des formes, l'harmonie. Donc, on est vraiment dans l'expression de la raison. Le sublime, c'est quand ça bascule dans une forme de dérèglement qui procure, selon lui, un sentiment proche de l'effroi. Donc on retrouve bien là le côté un peu dark side, la terreur, le fait en fait de perdre la raison. Et je crois que c'est ça aussi l'écart que crée le luxe. Le mot sublime, c'est un mot qu'on entend sans doute trop dans les réunions sur le sujet, mais pourtant c'est quand même ce qui fonde le luxe. Donc il y a 3 points qui me paraissent importants quand on regarde le fameux monde d'après et le luxe soi-disant raisonnable qu'on nous annonce. C'est que le luxe est toujours une histoire de démesure. Et donc cette notion de dépense à fond perdu, de démesure, ça ne veut pas dire que le luxe est nécessairement bling bling. Vous prenez une robe de haute couture qui va défiler 7 secondes en moyenne et qui va être portée entre 2 et 5 fois après l'achat, c'est des milliers d'heures de travail qui sont accumulées juste pour ça. Donc c'est ça aussi la démesure. Et donc voilà de Vialet, qui est quand même, je trouve, une marque remarquable parce que c'est une des rares marques françaises qui a réussi à s'imposer sur le marché au fil des dernières années. Il joue la démesure, il parle de la démesure. Alors, si vous parlez avec les ingénieurs, ils vous diront que non, chaque composant est là parce qu'il a besoin d'être là. Sauf qu'en vrai, dans leur manière de raconter, de promettre le luxe, ils parlent de sons déraisonnables, donc qui échappent à la raison, et de démesure.
Donc, pour moi, c'est une illustration assez intéressante de ce point. Le deuxième point, c'est cette notion de sublime. Et si vous pensez que Burke n'a aucune pertinence par rapport aux jeunes générations, en fait, Virgil Abloh, dans une interview avec Young Thugs, qui est paru l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, dit exactement la même chose que Edmund Burke, en parlant du vocabulaire du luxe. Il dit marvelous, awesome, astounding, wonderful, fantastic, amazing. Tout ça sont des mots qui renvoient à une forme de magie, de merveilleux, d'au-delà, qui est, selon lui, ce qui fonde le frisson du luxe. Et puis le troisième élément à garder en considération, c'est cette histoire de triomphe, de célébration du triomphe de l'ego roi. Le consommateur de luxe veut célébrer son propre triomphe, et les fameux high net worth individuals dont parlait Bettina juste avant, clairement ne sont pas des enfants de cœur. J'ai mis une image, je ne sais pas si vous avez vu, je vous encourage à regarder cette série qui s'appelle Succession. En termes d'insight sur le luxe, il y en a un par minute, et c'est inspiré très librement de la vie d'une des familles les plus riches du monde, puisque c'est la famille Murdoch. Mais on voit bien ce dont on a tous fait, je pense, l'expérience en gravissant les échelons des grandes organisations, c'est qu'on n'atteint pas les sommets en étant gentil avec tout le monde. On est obligé de faire quelques arrangements avec la morale, plus ou moins grave, plus ou moins léger. Mais clairement, les high net worth individuals ne sont pas des enfants de cœur. Si vous trouvez que c'est trop blanc, prenez Rihanna, qui est devenue en quelques années une des personnes les plus influentes dans l'univers du luxe. C'est quand même la seule personne à avoir créé de toutes pièces une nouvelle marque dans le portefeuille LVMH, alors que depuis des décennies. Elle assume clairement sa part d'ombre, et un de ses tout premiers albums, voire le premier, je ne sais plus, s'appelait Good Girl Gone Bad. Donc on est bien dans cette idée de on n'est pas des enfants de cœur. Et très clairement, non seulement on n'atteint pas les sommets du luxe en étant gentil avec tout le monde, mais le fait même d'avoir cette richesse et ce pouvoir vous donne l'impression en fait d'être au-dessus des lois. Donc j'ai à nouveau pas mal d'exemples dans Lucifer, mais il y en a un que je vous encourage à voir, à aller regarder en ligne. C'est un TED Talk d'un chercheur qui s'appelle Paul Piff, et oui, qui dit ce que disait déjà NTM dans les années 90, l'argent pourrit les gens. Donc c'est littéralement le titre de son TED Talk, c'est Does Money Make Us Bad? Et il démontre avec tout un tas d'études de psychologie comportementale comment en fait plus on est riche et plus on a tendance à se considérer comme au-dessus des lois. Il donne un exemple très concret de la circulation routière et de comment plus on conduit des voitures de luxe, moins on se sent concerné par les règles de circulation. Et à nouveau, si vous trouvez que Jordan Belfort, incarné ici par Leonardo DiCaprio, c'est trop 90s et c'est trop blanc, vous prenez les dernières égéries à la mode, Nicki Minaj ou Cardi B, qui très clairement assument leur côté bad girl et nous répètent que les high net worth individuals ne sont pas des enfants de cœur. Donc du coup, forcément, cette préoccupation de l'autre et de la solidarité, des inégalités, du monde qui est en train de mourir et de la planète qui est en train de crever, bien sûr qu'ils le prennent en compte, mais c'est ce que je disais dans Lucifer, et ça vient d'être confirmé par une étude Ipsos sur le sujet. Je vous renvoie à cette interview de Françoise Hernaez sur le Journal du Luxe, qui nous dit très clairement que l'élite, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, n'a pas envie de voir remettre en cause son privilège, et si elle prend en compte la nécessité d'intégrer la RSE dans sa consommation de luxe, elle le prend comme une contrainte, mais pas comme une attente centrale. Et donc ça, c'est quand même un élément assez fondamental, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un clash au cœur de l'ego luxe, qui est « je veux sauver le monde et m'en détacher ». On revient à la notion d'écart. J'aime bien cet exemple de Stella McCartney. Donc c'est une robe entièrement recyclée, mais qui est quand même une robe dorée, lamée. Et clairement, la personne qui la porte est quand même la reine du bal, même si elle sauve le monde. Et donc il y a vraiment, à mon sens, cette bipolarité au cœur du luxe d'aujourd'hui et au cœur du consommateur de luxe, qui veut à la fois faire le bien et faire des folies. Et donc, ça veut dire qu'il faut réconcilier le sublime et le raisonnable. Et je reviens sur cet exemple de Virgil Abloh, donc c'est cette campagne en réalité augmentée qui vient de sortir, qui met en avant, entre autres, des sneakers recyclés, enfin en matériaux recyclés,
Mais clairement, il ne met pas le raisonnable au cœur de sa promesse. Il revient sur cette promesse de merveilleux, de fantastique, de frisson, de quelque chose de au-dessus du quotidien, au-dessus de l'ordinaire. Et donc, on réconcilie bien le sublime et le raisonnable. Vous prenez à nouveau Balenciaga, qui lance en novembre dernier une collection avec des produits récupérés, recyclés, enfin des matériaux recyclés, récupérés. Il ne met pas le raisonnable au cœur de sa promesse. Il lance un clip avec ce tube des années 80, Sunglasses at Night, qui évoque la nuit, un univers un peu fantastique, etc. Vous prenez Courbet, qui est quand même la marque de la place Vendôme qui incarne le luxe raisonnable, puisque c'est des diamants de laboratoire et qui est en train de secouer le marché de fond en comble. Évidemment, qui parlent du côté raisonnable de leur offre, mais ce n'est pas ça qu'ils mettent en avant. Ils vous emmènent dans l'espace, au-dessus du quotidien, au-dessus de l'ordinaire, dans un univers du sublime. Donc, je voulais terminer en fait sur ce que j'ai appelé les success to success. Alors, à nouveau, c'est pas une formule magique, mais je trouvais que ça sonnait bien, surtout si vous le faites prononcer par un néo-zélandais, vous verrez, ça sonne bien. Et puis, ça faisait un peu 666. Et ça me permettait du coup d'évoquer quelques initiatives que je trouve intéressantes. Alors, et le premier S, c'est le slow. Alors, la slow fashion, ça n'a pas attendu le Covid pour exister, mais clairement, on voit ce besoin de plus en plus de revenir aux fondamentaux qui n'auraient jamais dû quitter le cœur du luxe, que sont la durabilité, la qualité, le respect du savoir-faire, etc. Et donc tout ce mouvement des slow food, slow city, enfin les valeurs qui sont au cœur, redeviennent des valeurs fondamentales. À mon sens, elles ont toujours été là, hein, mais clairement, c'est de plus en plus central. Donc c'est cette idée de faire moins mais mieux, qui est peut-être une autre manière de définir le luxe. Et j'aime bien cette Digital Native Vertical Brand de typologie, qui est vraiment une marque du minimalisme, mais qui va jusqu'à encourager ses consommateurs à ne pas utiliser trop de produits, au risque de brûler leur peau, mais qui du coup en fait une incarnation véritablement de ces valeurs de durabilité que la marque incarne. Le deuxième S, c'est salvage, donc la récupération, avec cet exemple de Patagonia, qui a toujours été une marque de luxe responsable, mais qui a ses ateliers dans lesquels on peut venir faire réparer ses vestes, et donc être à fond dans cette notion de durabilité, de récupération, d'économie circulaire. Donc Weston fait ça maintenant pour ses mocassins. Selfridges a lancé un espace Restore également. Donc on voit que ça revient en force, tout ce marché de la seconde main, de la récupération, de la réparation. Halo, qui est une marque intéressante puisqu'il pousse la logique jusqu'à proposer des capsules de café non seulement recyclables mais compostables. Le troisième S, c'est surround, donc cette idée d'environnement, tous les facteurs qui sont exogènes aux produits et qui peuvent eux aussi venir raconter cette prise en compte de la durabilité. Donc là, vous avez le flagship store de Stella McCartney à Londres qui est entièrement énergie efficient, matériaux recyclés, responsables, sourcés, etc. Je ne vais pas vous refaire tout un topo sur le upcycling. Je pense que vous lisez au moins un article par jour sur le sujet, mais c'est au-delà du recyclage, transformer les produits et en faire quelque chose de merveilleux. Donc là, c'est une marque qui s'appelle Bottle Top et leur flagship store à Londres qui fait du upcycling. Et donc cette idée que là où il y a de l'exogène, il n'y a pas de plaisir. Et donc ça veut dire revoir le packaging, la livraison, les magasins pour intégrer toutes ces contraintes. Le cinquième S, c'est celui de special. Donc là, on rejoint ce qu'a dit Bettina juste avant, hein, mais de recréer cette relation privilégiée en one-to-one ou one-to-few. Il y a Audemars Piguet, le CEO, qui a donné une interview l'an dernier où il expliquait que selon lui, le Covid était plus que jamais l'occasion de revenir à des événements qui sont non plus 200 ou 300 personnes, mais des dîners ultra privilégiés à 5 ou 6 triés sur le volet. Évidemment, l'appartement Vuitton dont a parlé Bettina, mais je trouve aussi intéressant cet exemple de Loewe, qui est vraiment une marque qui a le vent en poupe depuis que Jonathan Anderson a repris les rênes, on a repris les rênes, et qui a fait plutôt qu'un catwalk en plein confinement, a envoyé aux influenceurs un coffret qui leur permettait de recréer les looks de la collection. Donc voilà, recréer de l'engagement individuel ultra privilégié. Le sixième S, c'est surnaturel, supernatural. Et donc, à nouveau, cet exemple de Icicle, qui est une marque très, très
responsable, très naturel, mais qui ne s'interdit pas, bien au contraire, d'aller vers le sublime et le sacré, et d'évoquer la cosmogonie chinoise et toute la symbolique qu'il y a derrière. Et puis en fait, il y a un septième S, mais comme il est secret, ben, j'en annonce que 6. Et le septième S, c'est précisément le secret. Donc on revient au sujet dont on vient de discuter avec Bettina, mais que j'annonçais moi personnellement dès mon article du mois de mai sur le journal du luxe, sur le luxe post-Covid, où j'invitais les marques de luxe à se retirer ou en tout cas à ralentir leur présence sur les réseaux sociaux. Ce que j'aime bien dans le secret, c'est que ça dit à la fois la magie, puisqu'un magicien ne partage pas ses secrets, mais ça dit justement le partage, puisque un secret n'existe pas s'il n'est pas partagé, et c'est un partage avec précaution, donc avec des gens sélectionnés. Et je trouve vraiment cet exemple de Bottega Veneta très intéressant et signifiant sur la manière dont en fait le luxe ne se départ jamais de cette notion d'écart et de garder ses distances en fait avec la frénésie du quotidien. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Je vous remercie et donc on a quelques temps pour des questions. Je vous écoute. Voilà, donc je vais arrêter le partage de votre écran, à moins que vous ayez d'autres choses à nous partager. Non, non, enfin en termes de presse, c'est fini. C'est bon pour vous, voilà. On va pouvoir enfin vous voir. On voit plus votre pull aux multiples couleurs. Ah, c'était voilà, splendide. Voilà. Bah, faut un peu de couleur par les temps qui courent. Vous aviez évoqué, non, c'est pas vous qui avez évoqué le dress code hier. Voilà, donc vous avez explosé complètement les codes du dress code. Bah, c'est parfait comme ça et on voit qu'effectivement l'impertinence fait partie du luxe en fait. Voilà, Ah clairement. bah oui, j'en suis convaincu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, bonjour Nicolas, pourriez-vous, s'il vous plaît, le S après salvage? Ah oui. Le S après Salvage, je crois que c'était Surround. Ouais, c'est ça, je pense que c'était Surround. Donc Salvage, c'est la récupération, c'est vraiment toute cette idée d'économie de la seconde main, de la retouche, enfin, que les marques de luxe n'auraient jamais dû abandonner, et je pense que c'est une grave erreur. Et heureusement, elles sont en train d'y revenir. Mais le suivant, c'était Surround. C'est l'idée de ce que j'appelais l'exogène, en fait. Toutes les gènes qui sont exogènes au produit. Et donc, bah, la livraison, le service, le retail, la manière dont on gère le retail, la manière dont on gère le packaging, par exemple, c'est des choses qui doivent euh, être repensées à la lumière de ces attentes, en fait, d'une prise en compte, en fait, comment dire, oui, des contraintes RSE, sociales, environnementales. Alors, nous avons une question de Julie, et c'est encore elle, elle précise, hein, elle a préparé plein de questions. Ouais. Elle nous demande, on parle aujourd'hui de se réinventer, euh, d'instant, de créativité, d'atypique. Qu'est-ce que du coup le luxe de demain sera-t-il donc plus audacieux en termes de produits, création ou communication? L'audace. Est-ce qu'il sera plus audacieux? Je ne sais pas, parce que en fait, moi, j'ai l'impression que les vraies marques de luxe, enfin, en tout cas celles qui s'en sortent, sont des marques qui ont su rester audacieuses ou qui ont su remettre l'audace. J'avais une image de Veuve Clicquot, par exemple, qui est une marque que j'adore et que je trouve très luciférienne, même si justement, précisément, c'est pas du tout une marque du gothique ou du dark, mais qui a toujours compris que à l'origine de toutes les grandes marques de luxe et à l'origine de Veuve Clicquot, il y a des gestes d'audace un peu folles et déraisonnables. Donc, Madame Clicquot, veuve, quand elle reprend les rênes de l'entreprise, et une femme à l'époque qui dirige une entreprise de champagne, c'est complètement, enfin, on a inouï. Elle dit qu'elle ne va pas faire comme les autres, et donc elle instaure des nouveaux standards de qualité. Donc, l'audace a toujours été au cœur du vrai luxe. Donc, est-ce qu'il sera plus audacieux demain? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que plus que jamais, c'est une nécessité de retrouver cette audace. Et l'audace, ça peut être plein de choses. Ça ne veut pas dire faire de la provoque. Euh, ça peut être repenser le packaging. Donc, j'avais l'exemple de Gucci qui a lancé toute une nouvelle ligne de sacs en matériaux recyclés. Bon, il se trouve que Gucci joue l'audace à plein d'autres égards, mais ce que je veux dire, c'est que
l'idée n'est pas de dire il faut être provocant, mais audacieux, oui, certainement. Voilà, Alors, comme j'espère que vous ça aviez répond à la dit question. tout à l'heure que le 7e vous aviez dit que le 7e S était le secret. Oui. Est-ce que vous pouvez nous révéler, quelques secrets de votre prochain livre? Ah! Ouais, non, enfin, oui, non. C'est pas, et c'est encore moins un livre de marketing, c'est un roman, donc mais je peux, enfin, ça se passe en Polynésie, d'où l'exemple du Brando. Mais non, mais je crois pas que ça intéresse vraiment. Enfin, en tout cas, je vous invite à surveiller la sortie à la rentrée. On parlera un petit peu C'est du une livre? histoire assez fantastique qui est inspirée d'une histoire vraie qui s'est passée dans les années 20. Euh, et voilà. Mais non, c'est pas le sujet là, ça me gêne un peu. Bon, d'accord. Alors une autre question de Julie. Heu, il y a une émergence d'une jeune génération de consommateurs. Est-ce que le luxe tend à se populariser, d'après vous? Bah oui, clairement, je pense qu'on peut parler de popularisation au sens de sa présence, enfin de la manière dont il pénètre littéralement toutes les couches de la société. Euh, et donc à nouveau, en fait, bah, quand on parle de luxe, quand je dis on ne sait pas vraiment de quoi on parle, c'est que bah oui, enfin, je sais pas moi, la sacoche en banane, là, en bandoulière, ou la banane Gucci euh, ou Vuitton, fausse ou pas d'ailleurs, c'est bien la preuve qu'on a des codes du luxe, des marques de luxe, une envie de luxe qui est partout présente. Et je crois qu'à nouveau, enfin, tous les influenceurs, les shows télé, la télé-réalité, là, enfin, tous ces trucs-là, font que je pense qu'il y a une connaissance des marques de luxe qui est beaucoup plus élargie que ça pouvait l'être il y a quelques temps. Mais cela dit, les marques de luxe, et c'est pour ça que la notion d'écart, elle est vraiment fondamentale, c'est que les marques de luxe ont toujours eu à jouer entre le côté initié, une marque qui n'est que pour initier, et la visibilité. Parce qu'en fait, la marque est d'autant plus désirable qu'elle est réservée à quelques-uns, mais que tout le monde la connaît. Et alors évidemment, il y a toujours des gens qui vous disent que les vraies marques de luxe sont des marques que personne ne connaît, à part les Happy Few. Moi, j'en suis pas convaincu parce qu'à mon sens, toute définition du luxe qui exclut Louis Vuitton n'est pas une bonne définition du luxe. Parce que quoi qu'on pense de ses goûts personnels, machin, Louis Vuitton, c'est aujourd'hui une marque phare de l'univers du luxe. Euh, et donc, elle est partout présente. Je sais pas, vous allez à Singapour, il y a quasiment autant de boutiques Vuitton que de Starbucks. Euh, donc voilà, je pense que oui, elle a tendance à se populariser, mais justement, pas, plus elle se popularise et plus il faut recréer l'écart. Et d'ailleurs, il y a un exemple que je trouve intéressant, à nouveau, justement, c'est Balenciaga. Donc c'est pareil, hein, c'est pas une question de goût personnel. Enfin, moi personnellement, je suis pas du tout consommateur de cette marque, mais le travail qu'ils font est remarquable. Euh, J'arrive jamais à prononcer le nom du créateur, mais il a vraiment incarné le luxe street que tous les gamins, quelle que soit leur origine sociale, s'arrachaient, et notamment avec ces sneakers-là. Et donc tout le monde a dit oui, c'est bien la preuve que le luxe de demain est un luxe démocratique. Sauf que précisément, quelques années après, quand il a commencé à être véritablement connu de tous, il est revenu aux fondamentaux du luxe en remontant en haute couture. Donc la haute couture, c'est précisément le luxe qui est réservé que aux happy few. Et pour moi, ça exemplifie bien cette balance permanente entre on a besoin d'être connu de tous, mais plus on est popularisé, plus on a besoin de recréer de l'écart, de la distance, du happy few, du VIP, ou à nouveau, pour reprendre l'exemple de Bettina, l'appartement Vuitton. Vuitton est partout présent, mais n'empêche que les meilleurs consommateurs sont les seuls à avoir accès à l'appartement et au service VIP. Donc pour une même marque, il y a plusieurs, messages adressés à différentes audiences et donc il y a plusieurs versions du luxe pour chaque marque. Il n'y a pas qu'une seule version pour eux. Ils adressent, c'est-à-dire que pour eux, ils ont besoin malgré tout que le luxe soit accessible et dans la rue. Vous parliez tout à l'heure, dans certaines villes, dans le sud de la France, effectivement, on a, comme vous le précisiez, du vrai ou du faux luxe. D'ailleurs, on n'arrive plus à faire la différence et est-ce que c'est vraiment important? Je ne sais pas puisque la marque est quand même présente. Euh, et une question de Francis qui arrive, donc Francis et Sron, qui sera la personne qui va intervenir après vous, qui nous demande est-ce qu'il n'est pas antinomique de penser le luxe pour soi
ou de penser le luxe pour les autres, à savoir sauver la planète? Ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, on a une espèce de schizophrénie, en fait, Ah, de complètement. qui s'oppose, en fait, totalement. Bah, pour moi, c'est pour ça que j'aime bien cette formule qui est un peu, là, pour le coup, un peu provoque, mais bipolar is the new black. Enfin, clairement, de toute façon, la bipolarité, une espèce d'épidémie, hein, pour le coup, et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais je crois que c'est vraiment fondamental dans le luxe. Le luxe est par définition bipolaire. Et à nouveau, enfin, quand on parle de luxe responsable et de luxe durable, et d'ailleurs j'ai un chapitre sur le sujet dans Lucifer, où j'explique qu'à la base, le luxe est un modèle de développement durable, et s'il y a bien une catégorie qui incarne l'opposé de la durabilité, c'est la grande distribution. C'est-à-dire ceux qui écrasent les prix, qui écrasent les producteurs, qui font que des consommateurs consomment des produits jetables, mais jetés et gaspillés. C'est quand même beaucoup plus la grande distrib que les marques de luxe. Le fait est que historiquement, depuis 15 ans, il y a eu effectivement une course à la profitabilité qui a fait que le luxe lui-même s'est jeté dans la course à la fast fashion et à des excès. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a bien dans le luxe à la fois un côté complètement essentiel et durable et responsable parce que l'amour du travail bien fait, des beaux matériaux, de la préciosité, de la transmission de l'héritage du patrimoine, etc. Et en même temps, un côté complètement superficiel. Et à nouveau, ce n'est pas une question de bling ou pas, mais quelles que soient les justifications qu'on se donne, mettre 3 000 € dans une bouteille de cognac ou dans une robe de soirée, elle a beau être fabriquée à la main dans les meilleures conditions, ça reste de toute façon un peu irresponsable au vu de la situation du monde, et ça l'a toujours été. Donc je pense qu'il y a bien cette schizophrénie au cœur du luxe. Il y a, une vingtaine d'années, le designer, Philippe Starck disait: «Un bon produit est un produit qu'on ne jette pas». Ouais. Et ça, moi, ça m'a toujours marqué et c'est de plus en plus présent et vous le disiez tout à l'heure, effectivement, que les marques de luxe s'inscrivent dans une démarche, sur plusieurs décennies, dans le sens où un produit qu'on va avoir acheté il y a 30 ans, on peut encore aujourd'hui le réparer dans les ateliers. Parce qu'on a le savoir-faire qui permet de le faire. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de marques qui, jusqu'à récemment, et je crois même encore aujourd'hui, le font pas nécessairement. Et ça, je pense que c'est vraiment le crime ultime pour une marque de luxe, c'est de renvoyer un consommateur qui leur ramènera, que ce soit un stylo ou une chemise, et en lui disant: ah ben non, monsieur, nous, désolé, on répare pas. Là, je pense que c'est pour le coup vraiment un crime, enfin, entre guillemets, hein, mais euh, il faut comprendre que oui, enfin, au cœur du luxe, il y a quand même une promesse de durabilité, même si après, on a une grande partie des consommateurs qui s'en foutent et qui vont acheter 3 sacs Vuitton par an parce qu'ils veulent le dernier hit bag. Mais euh, voilà. Voilà. On il